Donc les atomes, c'est les petits constituants primordiaux de la matière. Et vous voyez, il y en a 103, enfin maintenant aujourd'hui il y en a un petit peu plus. Le plus petit, c'est l'hydrogène qui est là-haut à gauche. Puis vous avez l'hélium, puis vous avez le lithium, le lithium, etc. Quand vous avez une mine de crayon, votre mine de crayon, ce sont des petits atomes de carbone qui sont mis les uns à côté des autres. Le carbone ici. On s'est aperçu que tous les atomes, ils en prennent 4, ils ont tous la même structure. Il y a au milieu un noyau, et autour, il y a des choses qui tournent, peu importe ce qui tourne, c'est pas grave. Hein. Tous les atomes sont faits sur le même modèle. Et qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est que le noyau que vous avez à l'intérieur, il est formé de petites particules qu'on appelle les protons. Vous voyez, l'hydrogène, c'est le plus petit atome qui existe. Il a un proton dans son noyau. L'hélium, en fait, qu'est-ce qui le différencie de l'hydrogène? C'est qu'il a 2 protons dans son noyau. Et si on met 53 protons ensemble, on obtient un atome d'iode. Si on met, et on arrive qui est à notre sujet, si on met 92 protons ensemble, on obtient de l'uranium. Voilà. Alors, l'hydrogène, il a un seul proton dans son noyau. C'est normal. Et il y a le petit truc qui tourne autour. Mais l'hélium, il a 2 protons dans son noyau. Mais vous remarquez qu'il y a 2 autres petits trucs qui sont venus ensemble, qui sont venus avec lui, et ce sera très important pour la suite. Hein. Ce sont des neutrons. Ces neutrons-là, dans l'absolu, ils ne servent à rien, si ce n'est qu'à alourdir l'atome. Mais ils ne lui donnent aucune autre propriété. Ça reste de l'hélium parce qu'il a 2 protons. Et ici, vous avez du carbone, parce qu'il a 6 protons, les 6 verts, mais il y a en plus 6 neutrons qui se sont mis ensemble. Donc, si maintenant on veut retenir, un atome, qu'est-ce que c'est? C'est constitué d'un noyau qui a des protons, c'est ça qui fait que l'atome est ce qu'il est, un proton l'hydrogène, 2 protons l'hélium, 3 protons le lithium, etc. Mais, en plus, à côté des protons, se mettent des neutrons. Ils sont un tout petit peu plus lourds, mais ils se ressemblent comme frères et sœurs. Si on pouvait les voir au microscope, on ne pouvait pratiquement pas les différencier. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'uranium? C'est que ce sont des atomes qui sont trop lourds. C'est-à-dire que l'uranium, lui, déjà, au départ, il était énorme. Donc il est un peu trop lourd. Voici de l'uranium 238. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour s'alléger, il va éjecter 2 neutrons et 2 protons. C'est-à-dire qu'il va les prendre dans son noyau. Ce qu'il peut faire aussi de façon naturelle, c'est que s'il ne peut pas enlever ça, parce que pareil, la nature a ses secrets, il y a des atomes qui ne peuvent pas le faire, eh bien, il va éjecter un électron. Eh bien ça, ce phénomène d'éjection rapide, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Vous avez souvent entendu parler de radioactivité, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. La radioactivité, ce sont des atomes trop lourds qui s'allègent en éjectant des particules dans l'air, qui partent dans l'air très rapidement. Alors le problème, justement, c'est que ces particules, elles sont à vitesse très rapide. Et pour nous, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, dans 2 minutes, si on se reçoit ça dans le corps, ça peut être très grave. C'est pour ça que la radioactivité est dangereuse. Si vous prenez un lingot d'uranium, au fur et à mesure, les uraniums, il y en a qui vont éjecter et des petites particules. Donc, on a vu que comme ils éjectent, ce n'est plus d'uranium parce qu'il a maigri. Il s'est transformé en thorium. Donc, petit à petit, quand vous avez un noyau d'uranium, plus le temps passe, plus l'uranium diminue. Et il arrivera un moment où il n'y en aura pratiquement plus. Alors, le temps que met un lingot d'uranium pour que la moitié de l'uranium se transforme, c'est ce qu'on appelle la période. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on voit combien de temps un élément radioactif dure. Si, par exemple, un élément radioactif a une période de 2 secondes, ça veut dire que quand vous avez un noyau, 2 secondes après, il y en a déjà la moitié qui s'est transformée. Donc ça va aller très vite. Mais le problème, c'est que souvent, ces trucs radioactifs, eh bien, ils ont des périodes, regardez, le thorium, il y a une période de 14 milliards d'années. C'est-à-dire que si vous avez un lingot de thorium, donc il y en a la moitié de partie, il faut 14 milliards d'années. C'est-à-dire que ça va rester radioactif très très longtemps. Et l'uranium, ce qui nous intéresse à nous, c'est 1,5 milliard d'années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez absorbé de l'uranium qui s'est fixé dans votre corps, vous êtes radioactif pendant 1,5 milliard d'années, sous-entendu jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est pour ça que la radioactivité est si dangereuse. Alors il y a des choses qui sont beaucoup moins. Pendant le francium, c'est 21 minutes. Donc à la limite, s'il y avait un noyau de francium ici, dans les 40 minutes, il n'y a pratiquement plus rien. C'est bon. Mais s'il y a de l'uranium là, il mettra 2 milliards d'années à partir si personne n'en est. C'est pour vous dire, que vous commencez à comprendre que quand on commence à polluer à l'uranium, c'est pas une petite pollution qui va durer très très peu, c'est une grosse pollution très grave. En 1939, 2 scientifiques allemands
se sont amusés, entre guillemets, à faire ça. Ils ont bombardé un atome d'uranium-235 en le bombardant avec une petite particule. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Que le noyau, une fois qu'il avait été percuté, il se séparait en deux. Alors, quand il se sépare en deux, il émet de l'énergie. Peu importe pourquoi, admettez-le. Alors, il est évident que si un noyau tout seul se sépare en deux, l'énergie, on ne la sent même pas. Mais, si c'est des milliards d'atomes qui se séparent en même temps, ben, l'énergie, ça commence à être bon. Et avec cette énergie, on peut commencer à chauffer de l'eau, par exemple, et faire de la vapeur. Et puis, immédiatement, mais les scientifiques se sont dit, mais dites-moi, donc on pourrait utiliser ça pour faire de l'énergie. Mais si jamais on désintègre des milliards d'atomes à la fois, des milliards d'atomes d'uranium-235, ben, ça va faire comme de la dynamite. Et c'est le principe de la bombe atomique. La bombe atomique, qu'est-ce que c'est? On désintègre des milliards d'atomes d'uranium-235 en une seconde. Et il y a tellement d'énergie qui s'en échappe que l'énergie, elle est émise d'abord sous forme de chaleur, mais aussi sous forme d'onde de choc. Car qu'est-ce que c'est qu'une explosion? La différence entre un feu de cheminée et une explosion, c'est que le feu de cheminée vous restitue son énergie lentement. Le bois brûle lentement, donc en brûlant, il vous restitue de l'énergie qui vous chauffe. Mais supposez que qu'une bûche de bois veuille brûler en une seconde, elle n'a plus le temps de restituer toute l'énergie en chaleur, donc elle la restitue aussi en onde de choc et c'est l'explosion. Eh bien, qu'est-ce qu'une centrale nucléaire? C'est une réaction comme ça, mais lente. Donc ça chauffe. On reprend l'énergie, on chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait tourner des turbines et ça fait de l'électricité. Voilà. Mais la bombe atomique, ben, c'est une centrale nucléaire mais ultra rapide. Pour faire cette fameuse réaction, celle-là, il faut de l'uranium-235. Or, l'uranium, on en a des gisements sur Terre. C'est un métal, l'uranium tout bête. Hein, c'est un métal blanchâtre, très très malléable. Seulement, si je creuse et que je trouve de l'uranium, en moyenne, voilà, je vais avoir 99,2% d'uranium-238. Et celui-là, si on tente de faire ça à diète, ça ne marche pas. Il ne fait rien. Lui, il n'est pas intéressant. C'est ça, l'uranium intéressant. Mais on n'en a que 0,7%. Alors le problème, c'est que si vous prenez de l'uranium naturel et que vous voulez faire une bombe atomique avec, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'uranium-235. Ça va foirer. Pour pouvoir faire une bombe atomique, et c'est pour ça qu'il y a si peu de pays qui peuvent en faire, c'est pas le problème d'avoir de l'uranium. L'uranium naturel, on peut en avoir. Il y a des gros gisements en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir de l'uranium à 90% d'uranium-235. 90%. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut prendre l'uranium et séparer le 238, le mettre de côté et ne garder que le 235. Alors si c'est des grains de sable, c'est déjà difficile d'avoir à séparer des grains de sable qui sont plus ou moins gros. Les pommes encore c'est facile. Mais quand c'est des petits atomes qui sont invisibles à l'œil nu, grâce à des centrifugeurs, grâce à ce qu'on veut, on sépare l'uranium 238 qui est le plus gros celui-là et l'uranium 235 se met là. Ou alors on fait des systèmes de micro-passoires de façon à enrichir l'uranium. C'est-à-dire qu'ici, vous avez de l'uranium où il n'y a que 0,7% d'uranium 235, oui, et à la fin, en faisant passer de micro-passoire en micro-passoire, vous arrivez à un mélange où il y a 90% d'uranium 235. Et là, vous allez pouvoir faire votre bombe atomique. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis les années 40 ? Ben, on enrichit de l'uranium. C'est-à-dire qu'on prend de l'uranium, on garde au mieux le 235, et on arrive avec de l'uranium enrichi. Et naturellement, tout le 238 qu'on a retiré, ben, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'uranium 235 puisqu'on l'a gardé. Donc, pour faire des centrales nucléaires, il faut de l'uranium enrichi, de façon à avoir à peu près 5 à 10% d'uranium 235. Et pour faire des bombes atomiques, je vous rappelle, c'est 90%. Donc ce qui fait que depuis les années 40, puis même depuis les années 50, on enrichit en permanence de l'uranium. C'est-à-dire qu'en permanence, on se trouve avec de l'uranium appauvri. Et ça, on ne savait pas quoi en faire. Je vous rappelle, à partir de la guerre 14, on a fait des bombes. Ces bombes, on a fait en parallèle le char. Et naturellement, les bombes, on a utilisé des bombes, on a essayé d'utiliser des obus pour détruire les chars. C'est pour ça qu'on a inventé les obus à percuteurs. Quand ça percutait, boum, ça a explosé.
Alors le problème, au départ, ça a bien marché, mais après, les chars, le blindage, on l'a fait comme ça. Donc l'obus, le temps qu'il arrive dessus, boum, il ne perçait plus le blindage. Alors le problème, c'est qu'un obus qui ne perce plus le blindage, à partir du moment où le percuteur a fait son explosion, si c'est au-dessus du char, c'est foutu. Alors on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire des obus qui, avant d'exploser, vont percer le blindage et vont exploser à l'intérieur du char. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a fait les obus, ce qu'on appelle un pénétrateur. Vous avez ici un obus traditionnel. Dès que ça arrivait sur le char, pof, ça pétait. Et ici, vous avez l'obus avec un pénétrateur. Mais là, cet obus, grâce à ça, le pénétrateur, c'est lui d'abord qui va trouer le blindage. Et ensuite, l'obus va exploser. Alors, naturellement, on a inventé ces pénétrateurs. Alors, c'était quoi au départ? C'était de l'acier. Parce que l'acier, ça fait quand même 7,8 tonnes par mètre cube. C'est un métal assez dense. Un jour, il y a un militaire qui s'est dit, au fait, là, l'uranium, c'est le métal le plus dense sur la Terre. Il y en a des tonnes là qui servent à rien. Il n'y a qu'à l'utiliser, surtout qu'il est facilement malléable. Alors on s'est dit, oui, ça serait peut-être intéressant. Alors que le tungstène, c'était du 17 tonnes par mètre cube, l'uranium appauvri, on était à 18 tonnes par mètre cube. Alors on s'est dit, bon, ça va sûrement donner un peu mieux, mais ça ne va pas faire des miracles. Ce sera un peu mieux. Et puis, on a fait des tests. Et là, alors que par exemple, un obus au tungstène perçait à 2 km, l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km. Mais l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km 500 encore, 500 mètres plus loin. Donc on avait gagné beaucoup. Et l'obus à l'uranium appauvri perçait encore à 3 km. Or pourtant, on n'avait pas tellement gagné en densité. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'uranium appauvri, ça a l'air d'être quelque chose magnifique, alors que c'est pas tellement plus dense? Voilà, le secret, il est dans ce dessin. Voici le tungstène. En fait, le tungstène, imaginez-vous, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça arrive sur le char, ça s'écrase. Alors naturellement, ce qu'on espère, c'est qu'en s'écrasant, ça va quand même percer le blindage. Mais plus ça s'écrase, plus ça devient rond, et plus ça perd sa force. Donc voilà pourquoi le tungstène à 2 km, c'était fini. Ça ne marchait plus. Ça s'écrasait trop fort, et puis c'était fini. L'uranium appauvri, c'est complètement différent. Et quand ça arrive sur le char, au lieu de s'écraser en boule, ça s'affûte. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, le blindage du char joue comme quelque chose qui affûterait un couteau. C'est-à-dire que ça le râpe et ça devient de plus en plus pointu. Quand ça rentrait dans le blindage, à cause du frottement, le métal était porté en fusion. Donc l'équipage du char reçoit une douche de métal en fusion. Cette douche, en plus, ce métal en fusion, dès qu'il y a des vapeurs d'essence ou des armes, ça fait tout péter. Et voilà pourquoi il y a des films tout à fait fous où on voit un char qui est touché, notamment les chars irakiens qui sont touchés par les obus à l'uranium appauvri, en 5 secondes, pouf, tout pète. L'équipage n'a même pas le temps de sortir. Et il y a la fameuse photo où on voit un gars, je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo, on voit un gars, un Irakien qui est à moitié sorti de la tourelle, donc qui a voulu sortir et qui est complètement cramé parce que trop tard, tout a pris. Il est là, le pénétrateur à l'uranium appauvri, voyez-vous, avec sa pointe pointue qui va être de plus en plus pointue. Mais problème, l'acier, le tungstène, c'est pas radioactif. L'uranium, ça l'est un peu. Alors quand on a tiré des milliers d'obus à l'uranium appauvri, ceux déjà qui ont raté leur cible et qui sont écrasés, ils ont contaminé le sol, parce qu'il y a des restes d'uranium appauvri partout. Et puis, tous les chars qui ont été touchés, il y a des tas de particules d'uranium appauvri. Il y a les grosses particules qui sont par terre dans le char, qui sont fortement radioactives, puis il y a toutes les poussières. Donc sur un champ de bataille où vous tirez des milliers d'obus d'uranium appauvri, l'air est saturé de particules radioactives. Alors on l'a utilisé pour la première fois, on suppose que les Israéliens en ont eu, déjà pendant la guerre des années 73, mais elle a été utilisée pour la première fois en Serbie. Enfin non, en fait, pour la première fois en Irak, en 1991, puis ensuite il y en a eu en Serbie. Il y en a eu en Afghanistan, et pour la deuxième fois, il y a eu en Irak en 2003. Alors, l'ADN, en fait, c'est un peu comme de l'hébreu d'ailleurs, c'est que c'est une langue, il y a 4 lettres seulement. Et les lettres 3 par 3, elles font un mot. Mais par rapport à notre écriture à nous, il n'y a pas d'espace entre les mots. C'est-à-dire que vous avez A, B, B, C, C, A, D, A, D, etc., etc. Donc vous avez 4 lettres. Et puis ça se suit, et c'est tous les 3, ça fait un mot, si vous voulez. Bien.
Donc, et c'est grâce à ça que votre cellule, elle sait ce qu'elle doit faire, quand elle doit se reproduire, quand elle doit faire des échanges, etc. Si c'est une cellule du foie, du cœur, du cerveau, si c'est une cellule sexuelle, tout ça c'est programmé par l'ADN. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes bombardé par de la radioactivité? Parce que le problème de la radioactivité, c'est que ces particules se déplacent pratiquement à la vitesse de la lumière. Eh bien, au mieux, quand elle va traverser par exemple la cellule, flaf. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux trous, donc le liquide va commencer à sortir. Et la cellule va être un peu comme un ballon de baudruche qui va se dégonfler, et elle va mourir. Alors, naturellement, si vous êtes bombardé que par un petit rayon, il y a une cellule qui meurt, on s'en moque. Mais le problème, c'est que un noyau de l'uranium appauvri, c'est pas une particule qu'elle envoie toutes les secondes, c'est 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Donc vous êtes bombardé, c'est plus qu'un bombardement à la mitraillette. Hein. Vous êtes bombardé par les milliards. Donc ce qui va se passer, c'est que en une seconde, il y a des milliards de vos cellules qui vont pouvoir mourir. C'est pour ça que d'ailleurs que quand les gens qui touchent des choses radioactives, ça fait comme une brûlure. Ils ont la même brûlée. On a l'impression qu'ils sont brûlés au feu, mais non, mais parce que le feu, pourquoi ça vous fait mal et pourquoi ça vous détruit? Parce que ça détruit vos cellules. La radioactivité, c'est sans chaleur, sans rien, mais c'est la même chose. La particule radioactive, elle va pouvoir rentrer dans votre cellule et puis toucher le noyau. Imaginez un noyau avec des lettres à la suite. 3 par 3, elle donne un mot. La cellule passe, mais elle en retire une. Seulement, comme les mots sont tous collés, à partir du moment où il manque une lettre, c'est tous les mots d'après qui vont être décalés. Donc l'ADN change complètement de message. Hein, imaginez que vous enleviez une lettre, à la place d'avoir A, B, C, A, B, C, si vous voulez j'enlève le B, ça fait A, C, A, B, C. Mais le ACA, c'est plus du tout que A, B, C. Donc tout le message a changé. Soit le message ADN, le nouveau message, ne veut rien dire. La cellule va faire n'importe quoi, et finalement elle va crever. Donc la cellule meurt. Je dirais c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est des milliards de cellules qui meurent, vous pouvez mourir quand même. Mais qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut se passer que le message change, mais qu'il veut dire qu'il y a quelque chose. Mais complètement autre qu'avant. Donc la cellule va se mettre à faire n'importe quoi. Elle va se mettre à se reproduire, par exemple. Et c'est comme ça que ça va donner quoi? Des cancers, des tumeurs et des malformations. Ça, c'est un fœtus dans les premières heures, dans l'appareil génital de sa mère. Et par exemple ici, ça c'est tout bébé. Mais à part que les cellules vont se différencier après. Mais peut-être que cette cellule-là, par exemple, qui est ici, c'est la cellule qui va donner le bras plus tard, parce qu'elle va se dissocier en 2, 4, 8, 16, 32, 104, 128, etc. Et ça va donner le bras. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner la tête. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner le cerveau. Mais maintenant, supposez, la mère est là, ici. Et elle est soumise à la radioactivité. Et cette cellule-là, elle meurt. Ce n'est qu'une cellule, mais c'est tout le bras. Donc le bébé va naître sans bras. Parce que cette cellule-là qui allait donner le bras, elle est morte. Et si c'est la cellule du cerveau, le bébé naîtra sans cerveau. Différents types de cancers qui ont été enregistrés de 1991 à 1997 avec des soldats qui ont été exposés aux explosions d'uranium appauvri. Regardez, 1991, première guerre du Golfe, donc 49 cancers. Et regardez après la courbe qui est devant. 90, 93, 105, 250. Alors il faut savoir que ceux qui ont ingéré des particules radioactives, ils ne vont pas développer leur cancer tout de suite, sauf si ils en ont ingéré plein. Mais ça peut se déclarer 1, 2, 3, 4, 5 ans après. Tout ça, ce sont des chiffres du gouvernement irakien. Hein. À l'époque où Saddam Hussein était encore là, dans la région de Bassora. Regardez, 1988, bon. Regardez maintenant l'agrandissement des taux de cancer. En France, on n'a pas des agrandissements pareils. C'est inexplicable. Dans aucun pays du monde. Si. En Bosnie. On a utilisé l'arme, l'uranium appauvri. Notamment les Français. Alors naturellement, ça touche énormément les enfants. Puisque les enfants, les cellules cancéreuses chez les enfants, se reproduisent beaucoup plus vite, puisque les enfants grandissent. Alors un enfant qui est touché, envoyé par exemple là, ce petit Afghan, ça c'était ses yeux. Il est fini maintenant, c'est 2 tumeurs à la place des yeux. En voilà un autre, lui ce sont des neuroblastomes, donc ça commence dans la tête. Tout augmente dans la tête, la pression, donc les yeux commencent à ressortir, etc. Et jusqu'au moment où l'enfant crève. Voilà cette petite fille, tumeur des yeux, à cause de l'uranium. Un enfant qui est sans cerveau, anencéphalie. Un enfant qui naît avec, ça c'est ce qu'on appelle, vous voyez, cycloprie. Les yeux ne se font pas bien. Alors à la place, vous avez une espèce de languette et de un œil seulement. Voilà une petite fille, avant, et victime d'un neuroblastome aussi.
Ouais, voilà ce qui se passe. À l'heure actuelle, c'est arrivé près de chez vous, comme dans le film belge. Et tout le monde s'en fout. Et c'est pour ça que les gens n'osent pas dénoncer. Car s'ils dénonçaient ça en disant c'est atroce, mais on leur répondait, mais attendez, c'est la suite logique. L'atrocité, c'est vous qui l'avez commencé en 45, en 44, en 43, à Hambourg. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est que finalement, maintenant, la guerre se termine jamais. Ah oui. Je vous ai dit, l'uranium qui était en Irak, 4 milliards et demi d'années, il va rester. L'Irak, il y a des pays, il y a des régions qui sont foutues. Il n'y a plus qu'à attendre que les populations crèvent, parce que personne ne va aller les secourir, et c'est fini. Donc la guerre ne se termine pas. La guerre va durer des milliards d'années. Donc un pays qui osera résister à Big Brother, attention, on va vous écraser, mais pour 4 milliards d'années. Et c'est pas vos armées qu'on va écraser, c'est vos femmes, c'est vos enfants. Ils naîtront comme ça. Vous voulez nous résister? C'est ça qui vous attend. Les pères de famille, vous avez entendu? Et puis quand on nous rebat les oreilles, attention, le nazisme il est là, il est prêt à revenir, etc. Si seulement c'était vrai. Bon, mais quand on dit qu'il est là, il est prêt à revenir, il faut être vigilant, attention, ça ne se termine pas, il faut 6 mois de prison pour Renoir, la prison pour Zundel, parce que c'est des grands méchants nazis. La guerre ne s'arrête pas. Eh bien, voilà. C'est la même philosophie. La guerre ne s'arrête plus. On a dit, vous ne pouvez pas commencer une guerre contre Big Brother, il va vous écraser pour l'éternité. Eh bien, c'est ça. Donc, l'uranium appauvri, ce que vous voyez là, c'est bien plus que l'utilisation d'armes terribles, d'armes sorties de l'enfer. C'est l'utilisation d'une philosophie, la philosophie de Big Brother, qui est là, et qui nous menace tous. C'est pour ça que, quand on entend des gens qui disent « Ouais, on s'en fout, c'est des Arabes. » Tu pauvre con, vous n'avez rien compris. C'est les Arabes aujourd'hui, et ce sera vous demain. Ce sera n'importe qui après. C'est les Serbes. Comment? C'est les Serbes. C'est les Serbes, c'est les Bosniaques, c'est tous ces gens-là, déjà en plus. Mais même, admettons, allez, ce sont des gens loin de nous. Mais c'est tout le monde qui est pris dans l'affaire. La guerre ne s'arrête pas. Les démocraties ont inventé la guerre éternelle, au motif de faire une paix perpétuelle. Parce qu'ils vous promettent toujours la paix pour demain, la paix éternelle. Il y a un livre américain qui est très intéressant, qui a au moins 20 ans, maintenant ça s'appelle Perpetual War for Perpetual Peace. La guerre perpétuelle pour la paix perpétuelle. Et c'est ça. C'est ça. Il faut dénoncer ce scandale. C'est primordial. Dire voilà, les criminels, c'est eux. Et ils sont criminels, non pas parce que Bush est criminel, non pas parce que Tony Blair est criminel, mais parce que ils ne font que pousser à l'extrême, pousser au bout la philosophie de Truman, la philosophie de Churchill, la philosophie de Roosevelt. C'est de là que ça vient. Alors si vous me dites, oh, ceux qui font ça, c'est des gros méchants, mais ils sont peut-être dans le camp du mal, mais c'est parce que les autres étaient dans le camp du mal avant. Et c'est pour ça que vous n'oserez pas le dire, messieurs, parce que vous avez peur de tirer des conclusions.